Mon kit entrepreneur, le podcast du réseau Initiative France, présenté par Dimitri Descognier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mon kit entrepreneur, le podcast rempli de conseils pratiques et de retours d'expérience pour celles et ceux qui souhaitent franchir le pas et créer ou reprendre une entreprise. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, les démarches administratives et comptables. C'est un aspect forcément fastidieux de la vie des entrepreneurs qui fait peur à beaucoup de ceux qui ont une idée d'entreprise et pourtant, en avançant pas à pas et en se faisant bien accompagner, on peut réussir à s'en sortir et ce sans avoir des notions juridiques et comptables forcément très avancées. Alors, comment choisir le statut juridique de son entreprise? Quel rôle pour l'expert comptable? Quel bon réflexe adopter pour gérer son entreprise? Nous allons aborder toutes ces questions avec nos invités du jour. Éric Chevalier, tout d'abord. Éric, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc expert comptable et président de l'association Initiative Bourgogne-Franche-Comté. Également avec nous, Marie-Thérèse Sanchez. Marie-Thérèse, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice générale adjointe du CERF France Gascogne-Occitane. Et enfin, Amélie Carfentan. Amélie, bonjour. Bonjour. Amélie, vous êtes donc l'entrepreneuse que nous avons choisie pour nous accompagner sur ce podcast. Et ça tombe bien puisque nous commençons avec la première séquence de ce podcast, c'est le témoignage. Alors Amélie, parlez-nous en quelques mots de votre parcours et de votre entreprise. Alors j'ai créé la société Les Ricamouches en janvier 2022. Il s'agit d'une reconversion professionnelle. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années donc dans le monde de l'événementiel. Et du tourisme d'affaires et l'avancée dans ma vie, mes 40 ans certainement et l'arrivée de 2 enfants, j'ai pris la décision de me reconvertir, mais j'avais pas forcément une idée très précise et en fait c'est la rencontre de plusieurs personnes qui ont fait que ce projet a vu le jour. Tout d'abord, en fait Pôle emploi m'a mis en relation avec une association qui s'appelle BGE. Et le BGE m'a mis en relation avec Initiative Armor et en parallèle de ça, mon conseiller bancaire, avec qui j'avais échangé pas mal aussi, m'a mis également en relation avec Initiative Armor. Donc en fait, ça a été la rencontre de plusieurs personnes et suite à ça, d'ailleurs, mon expert comptable et c'est la rencontre entre ces différentes personnes qui ont fait, qui m'ont fait passer de l'idée en fait au projet, tout simplement. Et au niveau justement des démarches administratives, puisqu'il s'agit du sujet de cet épisode, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment les avez-vous surmontées? Alors moi, on peut pas dire que ce soit ma spécialité, l'administratif. C'est quelque chose qui peut faire peur en fait au démarrage d'un projet. Et en fait moi c'est en échangeant, enfin, c'est vraiment en communiquant, en échangeant avec ces différents partenaires, qui soient comptables, juridiques ou Initiative Armor, qui m'ont rassurée et qui m'ont dit qu'en fait c'était accessible, tout à fait accessible. J'ai pas forcément de ces notions-là, mais j'ai eu dans tous les cas envie de les comprendre et en échangeant avec ces gens-là, finalement, on arrive à passer les différentes étapes. En fait, c'est comme un guide en fait à respecter. Et ces étapes-là, finalement, je les ai franchies assez facilement parce que j'avais les bons accompagnateurs. Justement, vous disiez à l'instant que ce n'était pas forcément votre tasse de thé. Quelles étaient en réalité vos connaissances de ce point de vue-là avant de débuter votre projet entrepreneurial? Alors, j'ai eu une toute petite société avant, quand je travaillais dans l'événementiel. C'est que j'ai monté une structure me permettant d'être freelance, en fait, de travailler de manière autonome avec mes différents clients. Et donc là, j'avais créé moi-même ma société, qui était une société déjà, une SARL. Donc j'avais compris déjà un peu le fonctionnement. Et là, en fait, j'ai voulu déléguer un peu cette partie-là. Faut pas avoir peur de le faire, mais tout en suivant les différentes étapes. C'est avec mon expert comptable, avec le CERF France en fait qui est à côté de chez moi, où j'ai eu un expert comptable et puis un conseiller juridique qui m'ont accompagné sur le choix de la structure et sur les différentes étapes en fait. En fait, ils ont été d'une grande aide, c'est-à-dire qu'en échangeant avec eux, ils ont vu en fait mon envie éventuellement de développer cette société à l'avenir. Et donc, et puis en fonction de mes envies, de différents choix, m'ont guidée vers le statut juridique. Et justement, au sujet de ce statut juridique, quel choix avez-vous fait et pourquoi, tout simplement? Moi, j'ai fait le choix de la SARL, d'une part parce que déjà c'était un statut que je connaissais, donc qui avait fonctionné sur ma précédente entreprise. Oui, société à responsabilité limitée. Voilà, tout à fait, et qui me permettait une certaine souplesse
dans le développement de ma société. Et de quel point de vue justement, quel a été l'arbitrage et pourquoi la SARL particulièrement ? Parce que en fait, c'est quelque chose qui me permet qui me met pas de frein. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, je sais ça a des avantages, je pense, dans la gestion d'une petite une petite entreprise comme la mienne. Je pourrais être en société simple. Mais moi, le but, c'est qu'elle se développe à l'avenir. Donc, c'est peut-être avoir plus d'associés, plus de d'avoir plus de boutiques. Et donc, pour moi, le statut de SARL permettait ça plus que d'autres statuts. Au sujet du développement potentiel de vos entreprises, comment le voyez-vous et est-ce que vous pensez que ce développement va aller de pair avec davantage de problèmes d'ordre administratif ? Ah bah oui, merci. L'administratif, c'est sûr que plus on développe, plus on en a. Et puis une fois que la société est créée, on se débarrasse pas forcément de ce genre de ça fait partie du rôle de l'entrepreneur d'avoir de l'administratif. Et donc là, effectivement, j'ai créé une seconde société au printemps, donc une deuxième avec une holding aussi. Et donc là, ça veut dire, on commence ce développement-là que moi j'ai toujours en tête, c'est de me dire, ok, aujourd'hui j'ai 2 magasins, mais potentiellement j'en aurai peut-être un troisième, un quatrième dans les années à venir, donc pas forcément l'année prochaine, hein, mais c'est quelque chose que j'ai en tête, c'est une vision de développer et puis d'avoir des salariés aussi, des gens qui travaillent dans les magasins, des gens qui arrivent en support sur d'autres parties de l'entreprise. Et donc, tout ça, je continue en fait cette partie administrative et toujours en étant accompagnée par des experts en fait. Vous avez souligné le rôle prépondérant de ces experts lorsque vous avez monté votre projet. Quel est aujourd'hui le rôle de ces mêmes experts dans la poursuite du développement de cette entreprise ? C'est-à-dire que moi, je ne peux pas fonctionner sans eux. En fait, c'est des vrais piliers dans ma manière de fonctionner et de développer mon entreprise. C'est que c'est des rencontres régulières. Je suis en relation avec mon expert comptable tous les mois. Avec Initiative Armor, au début, c'était plus fréquent, mais aujourd'hui, c'est tous les 2 mois, 3 mois, on fait des points réguliers. Et c'est des gens qui sont disponibles, en fait. C'est-à-dire que faut pas hésiter à poser des questions, faut pas hésiter à solliciter ces personnes-là pour avancer, en fait. Et moi, aujourd'hui, c'est des vrais partenaires quotidiens, mais très, très réguliers. C'est parfait, un grand merci Amélie pour vos premières réponses et on va tout de suite passer à la seconde partie de ce podcast, c'est la marche à suivre. Bien Marie-Thérèse, vous avez donc écouté attentivement le témoignage d'Amélie. Alors on l'a vu de manière peut-être pour élargir un petit peu la question, l'administratif c'est un sujet bloquant pour beaucoup d'entrepreneurs en herbe. C'est parfois aussi quelque peu anxiogène pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas. Alors simplement de manière générale, qu'est-ce que vous souhaitez dire sur le retour d'expérience d'Amélie ? Et encore plus généralement, quels premiers conseils pouvez-vous donner à des entrepreneurs comme Amélie qui se retrouvent un petit peu confrontés à ce type de situation ? Oui, donc par rapport, je dirais, au témoignage d'Amélie, c'est vrai quand on reçoit pour une première fois des créateurs d'entreprise, l'aspect administratif, l'aspect création, l'aspect inscription, je dirais, leur font soit assez peur ou soit ils n'ont pas encore en tête. C'est-à-dire ils viennent avec un projet et notre rôle au niveau du conseil, c'est de les accompagner pour, je dirais, vulgariser. Du moins moi c'est ma philosophie et les juristes qui travaillent avec moi sont dans ce système-là, de vulgariser cet accompagnement à la création d'entreprise, c'est-à-dire rendre simple pour eux les statuts d'une société, l'inscription au niveau du RCS, pour qu'ils puissent se consacrer entièrement à leur projet de création d'entreprise. Parce que l'essentiel, moi je dis souvent, le juriste, c'est lui qui va terminer le costume. Le client, il vient, il a un projet. Il faut que après on le mette en relation avec les collaborateurs, parce qu'à Cerfrance, comme dans les cabinets d'expertise comptable, et Eric là-dessus, je pense pourra rebondir, on a tous une spécialisation. Donc moi, comme je dis, juriste, je fais le costume pour donner la meilleure forme juridique et vulgariser mes propos auprès du client. Et il est en relation, ce client, avec l'expert comptable pour pouvoir monter les prévisionnels. Et là, je laisse, je pense, la parole à Eric pour... Oui, merci Marie-Thérèse. Alors effectivement, après moi je vais plutôt parler aussi de l'accompagnement d'Initiative France dans cette démarche, puisque effectivement l'intérêt pour le chef d'entreprise aussi, c'est de monter son business plan, donc effectivement
pour lever des financements. Et c'est en ça qu'effectivement intervient Initiative France, dans l'ingénierie un peu financière, pour dire comment est-ce qu'on arrive à monter tel projet, combien on a besoin d'argent. Donc ça, c'est en relation toujours effectivement avec l'expert comptable. Mais moi, le premier conseil à donner, c'est déjà de se faire accompagner, parce que souvent les gens commencent les démarches seuls ou commencent à immatriculer des sociétés comme on peut le faire facilement sur Internet ou maintenant on voit des choses où on fait tout soi-même, le do it yourself, ça se passe dans tous les secteurs. Mais en fait, l'accompagnement, c'est vraiment important, et de le faire vraiment le plus en amont possible. C'est-à-dire que dès qu'on a quasiment une idée, qu'on commence à avoir des éléments pour la structurer, c'est de se faire accompagner. Donc d'abord par un bon expert comptable, effectivement, et puis par ensuite tous les acteurs économiques qui peuvent exister, dont Initiative qui en fait partie. Pour moi, c'est vraiment la clé, c'est de trouver vraiment les bonnes personnes au bon moment. Donc un chef d'entreprise, il doit savoir s'entourer des bonnes personnes. On peut commencer peut-être par cette première question, celle du statut juridique. On l'a dit, Amélie a choisi la SARL, la société à responsabilité limitée. Il en existe beaucoup de statuts en France. Comment s'y retrouver? Et peut-être pouvez-vous esquisser un peu un panorama de ces différents statuts, et puis également leurs avantages et peut-être leurs inconvénients également. Oui, alors je vais reprendre déjà par rapport à Eric, ce qu'il a dit est vrai, c'est que parfois certaines personnes font directement leur choix de statut sur Internet, parce que c'est assez facile. Ils arrivent devant nous et c'était pas forcément le bon statut qu'ils auraient dû choisir. C'est possible de rétro-pédaler dans ces cas-là? Si c'est déjà immatriculé, il va falloir faire des modifications statutaires et ça aura un coût bien important. Ou revoir les statuts, parce qu'ils ont pris des statuts types qui sont donnés gratuitement et ils n'ont pas pris les bonnes options qui étaient vraiment adaptées à leur statut. D'où l'intérêt de se poser la question en amont. Voilà. Donc voilà, je rebondis sur ce que disait Eric. Et donc après, dans le choix, et après je relaisserai la parole, mais dans le choix des statuts, on a une panoplie où on peut commencer avec l'entreprise individuelle, qui est dans son statut s'est améliorée, puisque on va dire elle est maintenant avec une responsabilité limitée, mais si elle est bien faite, si elle est bien gérée, si elle a des bonnes mentions sur ses documents administratifs et commerciaux. On a la SARL, et c'est une société qu'on propose parce que, comme son nom l'indique, elle est à responsabilité limitée, ce qui veut dire que l'entrepreneur qui veut s'associer peut-être avec un membre de sa famille ou avec un autre partenaire va rentrer dans une structure qui lui permettra, en cas de difficulté financière, de pouvoir être protégé. Mais là aussi, le rôle d'expert comptable est important, parce que on va le sensibiliser à tous les documents, les demandes de garantie que peuvent lui demander la banque ou d'autres partenaires, et qui pourraient lui faire enlever cette notion de responsabilité limitée, parce qu'il va donner des cautions pour garantir tout ce qu'il va faire, tous ses emprunts au niveau de son développement. Après, on a la SAS, qui est une société qui commence à être un peu plus à la mode, donc la société par exemple simplifiée, qui, je dirais aujourd'hui, on peut être en balance entre une SARL et une SAS. Voilà, je dirais après c'est un choix qu'on discute avec les clients sur quel statut aussi le chef d'entreprise va avoir. Est-ce qu'il veut être salarié à tout prix? Est-ce qu'il veut être avec un statut plus indépendant? Donc ça c'est quand on affine un peu plus le choix de l'entreprise qu'on va aller là-dessus. Après on a la société anonyme qui est plus lourde. Donc celle-là, je dirais, on la conseille dans certains cas, parce que les gens ont besoin peut-être d'un conseil d'administration pour pouvoir les aider plusieurs fois dans l'année à porter des projets. Mais de prime abord, pour un créateur d'entreprise, la société anonyme, on lui en parle, mais on la met de côté. Et après, on a la société en non collectif. Alors, c'est vrai que normalement, ça devrait être la première société qu'on devrait proposer, mais qu'on laisse un peu de côté, parce que cette société peut mettre en difficulté les associés, parce qu'ils sont responsables des dettes de façon solidaire et illimitée. Donc, en cas de problème, là, on va pas les mettre en danger. Donc, on reste sur la SARL et la SAS, et après, c'est le choix du statut social qui fait qu'on va basculer dans l'un ou dans l'autre. Dans le cas également précis d'Amélie, on l'a vu, Amélie a commencé seule et aujourd'hui, elle veut s'entourer effectivement de salariés. Comment envisager justement ces évolutions? Est-ce que ça suppose des évolutions statutaires, ou finalement, ces statuts que vous présentez peuvent permettre d'assurer un développement pérenne de l'entreprise, y compris du point de vue donc, du développement des salariés? Les statuts qu'on propose permettent, parce que le statut de salarié ne fait, au jour d'aujourd'hui, on va dire, en prime abord, il ne fait pas, je dirais, il n'a pas d'incidence sur le statut juridique et on n'évolue pas. Voilà. Que ce soit une entreprise individuelle, une SARL, une SAS ou une société anonyme, on peut embaucher des salariés sans problème.
Ce n'est que par la suite, si un salarié avait, je dirais, des compétences pour devenir chef d'entreprise, et puis le porteur de projet se dit, bah tiens, ça serait bien qu'on s'associe. Là, à nouveau, il va aller vers son conseiller Serre France, vers son expert comptable pour discuter de l'opportunité ou pas d'associer le salarié pour qu'il devienne chef d'entreprise comme lui dans cette société. Je laisse Eric s'il veut rajouter. Oui, je vais compléter aussi sur le choix au démarrage. Il est aussi fait en fonction des enjeux fiscaux ou sociaux qu'on peut avoir, parce qu'effectivement, quand on choisit telle ou telle solution, il peut y avoir des coûts fiscaux ou des coûts sociaux qui peuvent être engagés. Il y a l'aspect responsabilité qui est super important. Et puis nous, en tant qu'experts comptables, plutôt sur les chiffres, on regarde aussi, on essaye de faire dans le prévisionnel les différences pour voir aussi. Alors à garantie égale, il faut bien faire attention parce que parfois, voilà, on peut dire que la SAS est plus coûteuse en termes de charges sociales, mais forcément, elle accorde aussi des droits supplémentaires. Donc tout ça, il faut bien communiquer pour que si on part plutôt sur une entreprise individuelle ou une SRL où on a un statut social de travailleur non salarié, qui coûte un petit peu moins cher au niveau de l'URSSAF, mais qui garantit un petit peu moins pour certaines personnes qui peuvent être sujettes à maladie, etc. Donc, il faut faire assez attention à ça. Donc, ça, c'était vraiment la précision. Et puis voilà. Après, effectivement, on fait le prévisionnel, on regarde ce que ça donne. Et puis donc sur la structure choisir. En termes d'association, effectivement, on part forcément en société, sachant que ça peut évoluer. On peut apporter son entreprise individuelle à une société si un jour on a un projet d'association. Donc voilà, il y a des choses qui sont transformables, mais effectivement à chaque fois ça a un coût. Donc si on a déjà un projet d'association dès le départ, pour moi il faut tout de suite passer en société pour faire évoluer la société plus facilement. Je voulais justement qu'on aborde, si vous le voulez bien, la question de l'expert comptable, qui est forcément aussi une étape très structurante du process et de création de l'entreprise et de son développement. Peut-être, Amélie, je vous laisse la parole. Comment ça s'est passé de votre côté ? Comment vous avez choisi ? Est-ce que vous avez un conseil particulier à donner ? Et puis évidemment, Eric, j'aimerais bien avoir également votre sentiment sur la question. Moi, en fait, encore une fois, et c'est ce qu'Eric disait tout à l'heure, l'accompagnement, les personnes qui nous entourent, pour moi, c'est la base de la création d'un projet. Moi, je me suis entourée de personnes de confiance, des personnes qui, quand elles me parlaient, c'était clair. En fait, j'avais besoin de cette envie de comprendre et de le faire par moi-même. Donc j'ai fait mon prévisionnel toute seule, c'est-à-dire, alors pas toute seule parce qu'on m'a dit comment le faire. Moi, je savais pas par où commencer en fait. J'ai jamais fait ça de ma vie, par où je commence. Et donc on m'a donné les guides et après derrière j'ai voulu le faire parce que j'avais envie que quand je parle de mon prévisionnel, je sais de quoi je parle, je maîtrise mes chiffres. Et ça, c'est un peu mon expert comptable qui me l'a transmis aussi. C'est qu'en fait on a travaillé ensemble et il m'a laissé cette indépendance-là. Et aujourd'hui, si j'ai pu en faire un deuxième, c'est que j'ai compris comment ça marchait. Et ça, le rôle de l'expert comptable, pour moi, il est très très important. C'est que il faut pas qu'il fasse de son côté pour que ok, c'est mon métier, je sais faire, je vais vite. Et l'entrepreneur ne doit pas se reposer trop non plus sur son expert comptable en se disant de toute façon ça va être géré très bien et j'aurai le bilan à la fin. Non, au contraire, il faut toujours avoir en tête que on doit comprendre en fait ce qu'on est en train de faire et on doit avoir moi j'ai compris les étapes et j'ai compris ce que je devais faire aussi chaque mois, c'est-à-dire c'est un travail quotidien cette partie-là de notre travail et même si je l'aime pas trop je suis obligée j'ai envie de m'impliquer là-dedans pour faire grandir mon entreprise en fait. Je peux rebondir, oui, si peut-être sur et effectivement, c'est important que les entrepreneurs s'impliquent parce que c'est vrai que parfois la tendance c'est qu'ils sont pas du tout à l'aise en fait avec cette partie administrative. Alors ça dépend, hein, on a un peu tous les publics, mais en général on a des clients qui sont pas forcément à l'aise sur cette partie administrative et chiffres. Et parfois, effectivement, on se retrouve un peu démunis parce qu'on connaît pas tous les métiers par cœur, on connaît pas toutes les activités. Donc, c'est important que la chef d'entreprise s'implique un peu dans l'établissement du prévisionnel. Donc, félicitations Amélie pour cette implication parce que ça, c'est super agréable quand on est expert comptable. Ça permet aussi de
de confronter au réel en fait notre vision nous qui est plutôt chiffre. Donc ça c'est super important. Et puis effectivement dans le prévisionnel, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on fait pas un seul prévisionnel. En fait, le prévisionnel il va être amené à être modifié parce que voilà, on va en faire une première ébauche pour voir effectivement si ça semble viable, mais ensuite on va affiner, on va peut-être avoir des devis supplémentaires sur des investissements, on va peut-être se dire non, peut-être que je vais pivoter un peu l'entreprise et mon chiffre d'affaires il va peut-être se structurer un peu différemment. Je vais peut-être embaucher une personne supplémentaire à 2 ans, donc ça on va le faire évoluer aussi. En fait voilà, c'est pour ça que c'est aussi ce que disait Amélie, un travail quotidien. C'est qu'à un moment voilà, on est toujours un peu dessus quand on est sur cette phase de commencement d'activité. Et donc c'est aussi important d'échanger avec tous les interlocuteurs qu'on peut avoir, parce que que ce soit même le banquier, la personne chez Initiative qui accompagne, ou l'expert comptable, voire même un avocat si c'est une reprise, c'est des choses qui peuvent à chaque fois influencer le prévisionnel, et donc du coup celui-ci pourra être revu à chaque moment de la création. Alors on a parlé des bonnes pratiques, est-ce que à l'inverse vous voulez mettre en exergue des écueils qu'il ne faut pas commettre justement? Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'aller sur Internet et de prendre, je dirais, au premier degré ce qui est mis gratuitement, c'est vrai. Bon, ça peut être des débuts de pistes, ça peut être des débuts je dirais, de conseils qu'on se fait soi-même avec ce qu'on lit. Mais après, il faut aller voir un expert comptable pour, je dirais, confirmer et pour améliorer, pour avoir un juste regard sur son projet. Amélie, est-ce qu'il y a quelque chose avec le recul que vous ne referiez pas, que vous avez regretté sur ce point nécessairement? Non, parce que je pense que justement j'ai eu le réflexe de me faire accompagner. C'est que j'ai pas, à aucun moment je me suis lancée toute seule. À aucun moment je me suis lancée toute seule à faire les choses. C'est que j'ai toujours communiqué avec 4-5 personnes vraiment avec des profils différents, mais qui m'ont confirmé à chaque fois mes choix, et qui se sont adaptés à mon projet aussi. Et non, ce qu'il faut peut-être, moi, selon moi, c'est peut-être une certaine rigueur, et que je n'avais pas forcément au départ. Et il faut toujours cette rigueur-là, elle est indispensable. Une organisation, une rigueur qu'il faut avoir en tête dès le démarrage, et que moi j'ai mis en place au fur et à mesure. C'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Et puis après, il y a plein de petits dans la création d'une entreprise. Là, j'ai eu une année complète. Il y a des erreurs où on avait beau me le dire, mon expert comptable ou les différents partenaires me disaient fais attention à ça. C'est des notions de trésorerie, de choses comme ça, de saisonnalité. Et on avait beau me le dire, tant qu'on ne vit pas les choses non plus, on s'en rend pas forcément compte. On a besoin de passer par des étapes et des moments pour se dire ok, en fait ils avaient raison, et c'est vrai. Il y a des notions qu'on apprend sur le terrain aussi, de toute façon. Vous l'avez dit, il y a un apprentissage évidemment un peu sur le tas, si j'ose dire, empirique. Est-ce qu'il est nécessaire par ailleurs de suivre une formation, et si oui, avec quel type d'interlocuteur? Alors moi, j'ai pas suivi de formation particulière, c'est mon expérience dans mes précédentes activités qui font que j'aime un peu les chiffres. Et puis par contre, alors j'ai pas fait de formation, mais Initiative propose aussi des genres de tables rondes qui sont importantes pour moi, parce que c'est justement, on a des notions de chiffre d'affaires. Au début, on est focusé sur un chiffre d'affaires, et puis ces tables rondes là, avec des professionnels et d'autres entrepreneurs, de mettre le doigt sur d'autres notions importantes de rentabilité, de marge, de choses qui sont des notions indispensables quand on est entrepreneur. Il faut les maîtriser un minimum. Et ces tables rondes-là, donc c'est pas des formations. Moi, j'ai pas fait de formation, qu'elle soit juridique ou comptable. Si, dans ma formation d'étudiante un petit peu, mais à l'époque, j'avais pas encore conscience que j'allais être entrepreneuse à un moment donné. Mais ces formations proposées par Initiative, par exemple, pour moi, elles sont très intéressantes, parce que déjà, c'est un échange, et puis ça nous donne des notions importantes pour bien maîtriser notre entreprise. Oui, alors il y a certains domaines d'activité qui nécessitent une formation. Alors ça peut être sur de l'hygiène ou sur de la vente de tabac ou des choses un peu particulières. En revanche, avant il y avait un stage qui existait qui était à la CCI ou à la Chambre des métiers, un stage d'une semaine, je crois à peu près, qui était dispensé. Alors nous, parfois en tant qu'expert comptable, on pouvait y intervenir justement pour expliquer toutes ces notions de gestion, de fiscalité, de statut
choix du statut juridique, pardon. Ils ont, voilà, ce stage n'est plus obligatoire, mais en fait, ça peut être intéressant pour les gens, qui n'ont pas du tout de notion sur ces enjeux-là, de se former. Alors après, ça peut être un accompagnement de l'expert comptable à ce niveau-là, voire même effectivement des structures initiatives qui le proposent, parce que parfois on est complètement démunis. Enfin voilà, on n'a jamais entendu parler de chiffre d'affaires, de rentabilité, de statut juridique. Peut-être parfois dans son entourage, on a des gens, alors ça faut se méfier aussi parce que c'est un peu comme Internet, on peut y trouver un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est de trouver un peu des spécialistes dans chaque domaine qui peuvent nous accompagner aussi sur ces sujets-là. Mais le principal, c'est l'auto-formation, c'est un peu compliqué, parce que voilà, on peut vite se noyer dans la masse d'informations. Après, il faut trier, et c'est là l'intervention d'un professionnel est vraiment indispensable. Ouais, je suis complètement d'accord avec Eric. Moi, j'ai débuté mon métier dans la création d'entreprise, justement pour former les créateurs alors sur la partie juridique, fiscale, sociale. Et c'est vrai que ça a duré sur une semaine, et les créateurs, quand ils finissaient cette semaine, mais ils sortaient avec des projets plus affinés ou ils arrêtaient parce qu'en fin de compte, ils s'apercevaient que c'était pas fait pour eux. Ça permet de faire un arrêt sur image pendant quelques jours, de voir si le projet tient la route, puisqu'on parle, comme vous dites, Eric, de chiffre d'affaires, voilà, de prévisionnel, d'aller voir les banques. Et donc, soit ça, ça conforte, et ils sont un peu plus aguerris, on va dire, sur des notions juridiques, fiscales, économiques, financières, ou soit, moi, il y a eu des personnes qui ont arrêté leur projet parce qu'en fin de compte, ils ont vu que c'était pas fait pour eux. Très bien. Une dernière question pour vous, Marie-Thérèse et Eric. On l'a dit, Amélie n'est pas forcément fan, elle l'a confessé, de cette partie administrative, comme beaucoup d'autres. Néanmoins, il y a des entrepreneurs qui peuvent souffrir véritablement d'une phobie administrative. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? Et dans ces cas de figure, qu'est-ce que vous pouvez préconiser? Bon, je dirais après, s'ils viennent nous voir, déjà, on va les délester de cette phobie, puisque c'est nous qui prenons en charge, au réseau Serre France ou un expert comptable. Quand un client vient nous voir, bien toute cette partie administrative, c'est nous qui la prenons en charge et on l'accompagne. C'est pas lui qui va rédiger, c'est pas lui qui va aller déposer les actes à un endroit. Alors après, il est toujours en stress. Ça, je suis d'accord, puisque il se dit, mais est-ce que ça va passer? Est-ce que les dossiers vont être faits? Donc après, nous, notre rôle, c'est je dirais, comme je vous dis déjà au tout début, on va vulgariser tout ce qu'on est en train de faire et on va les accompagner jusqu'au bout pour qu'ils soient complètement délestés de cette partie administrative et qu'ils se concentrent uniquement sur leur projet. Et je pense qu'Amélie a dû avoir ce type de rapport avec mes collègues du Serre France. Tout à fait. C'est très rassurant d'ailleurs. C'est que on se dit qu'on va rien oublier, que effectivement, c'est un vrai accompagnement. Moi, j'ai participé, mais c'est pas moi qui ai pris en charge toute cette partie de création. Oui, si je peux aussi rebondir dessus, parce que la crainte, ou comment on dit, la difficulté pour notre métier d'expert comptable quand on veut établir des comptes, c'est toujours les factures qui peuvent manquer, et c'est ça aussi qui est souvent, on a les difficultés qu'on a en termes de relationnel avec le client, qui pense nous l'avoir envoyé, ou c'est pas, alors peut-être c'est vrai, peut-être pas, enfin bon, c'est toujours un peu difficile. Alors il y a des outils techniques qui ont été mis en place dans les dernières années, qui nous permettent soit de récupérer directement les factures chez le fournisseur quand celle-ci est en ligne, quand il y a un accès, on appelle ça un collecteur, donc on va nous-mêmes chercher en fait la donnée directement, soit avec une application toute simple, sur smartphone ou sur ordinateur, pour que le client puisse scanner lui-même en fait les documents, plutôt que ce qu'on avait avant, ce qu'on appelait nous dans le métier les boîtes à chaussures, où tous les clients mettaient tous les tickets qu'ils avaient, toutes les factures, pas forcément triées, enfin voilà, un peu en bordel, et nous ramener la boîte comme ça. Donc voilà, c'était pas forcément agréable à vivre. Donc voilà, tout ça, il y a quand même une évolution technologique, et puis on a aussi dans quelques années quelque chose qui va arriver, qui s'appelle la facture électronique, la facture X, et qui sera obligatoire. Donc on aura des flux, en fait, on traitera plus forcément des documents, mais plutôt des flux. Et pour nous, ça va révolutionner le métier, mais je pense que ça laisse aussi beaucoup d'opportunités à tout le monde, du gain de temps, du gain pour du conseil, enfin des choses qui seront aussi valorisantes et intéressantes pour tout le monde, chef d'entreprise, expert comptable. Merci à tous les trois pour l'ensemble de vos réponses, et on va passer à la troisième et dernière partie de ce podcast, c'est le conseil.
C'est donc la dernière partie de cet échange. Simplement, qu'est-ce que vous souhaitez dire à des entrepreneurs, à des entrepreneuses qui se trouvent confrontés au cas de figure que nous avons évoqué tout au long de cet épisode? Alors moi, je voudrais vraiment mettre en avant l'accompagnement initiative et parler de chiffres à ce niveau-là, parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que 90% des entrepreneurs qui ont été accompagnés par initiative, au bout de 3 ans, quand ils sont toujours en activité. Donc ça, c'est une statistique qui est pas du tout la même au niveau national. En moyenne, je crois qu'on doit être à peut-être la moitié en fait des entrepreneurs au bout de 3 ans qui sont encore en activité pour diverses raisons. Après, ça peut être des choix personnels, mais voilà, la qualité de l'accompagnement initiative et le renforcement, le levier en fait qu'il apporte grâce au financement bancaire qui permet de lever, ça garantit entre guillemets, parce qu'il y a quand même une entreprise sur 10 qui au bout de 3 ans ne continue pas son activité, mais quand même 9 sur 10, c'est la grosse majorité des entreprises qui sont encore vivantes après 3 ans d'activité quand ils sont accompagnés par initiative. Donc c'était vraiment la statistique que je voulais mettre en avant, parce que pour moi, c'est vraiment, ce réseau-là, quand on peut y avoir accès, pour moi, il est fondamental et indispensable pour la mise en place de son financement. Donc voilà, je voudrais vraiment. Et puis pour l'accompagnement aussi qu'il apporte derrière, comme Amélie disait, sur des formations, sur aussi du parrainage, on peut être accompagné par un chef d'entreprise qui a lui-même vécu les mêmes choses qu'on a vécues précédemment en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, en fait, la qualité de l'accompagnement du réseau, pour moi, elle est fondamentale. Si je dois donner un conseil pour des futurs entrepreneurs, c'est surtout de pas avoir peur. En fait, cette partie administrative et comptable, elle fait partie de notre vie, mais c'est quelque chose qui n'est pas insurmontable. C'est-à-dire, si on met un minimum de rigueur à s'impliquer dans cette partie-là, ça devient plus une montagne. En fait, on a des gens, des experts autour de nous qui font que c'est pas inaccessible du tout. En fait, il faut juste bien se faire accompagner et avoir envie de comprendre ce qu'on est en train de faire, et ça devient plus quelque chose de compliqué et d'irréalisable, en fait, tout simplement. Je rebondis ce qu'a fait Amélie, c'est-à-dire aller vers des experts pour avoir d'abord, je dirais, des conseils personnalisés, une approche globale du projet. De ne pas se fier à tout ce qui se met sur Internet, qui est donné gratuitement. On en a parlé avec Eric. Voilà, il y a parfois des mauvais conseils là-dessus, ou des conseils qui seraient pas adaptés à la situation de la personne. Alors c'est vrai que c'est mon côté juriste qui fait que je suis très à cheval là-dessus. Mais le fait d'aller voir un expert comptable, d'aller voir qui soit indépendant au réseau Serre France. Après, je suis d'accord avec le réseau Initiative qui est là aussi pour bien accompagner les porteurs de projets, parce que on va être plusieurs personnes autour de la table et on va chacun apporter notre compétence, notre professionnalisme dans le domaine où on est compétent. Et ça, c'est important pour que les projets avancent. C'est-à-dire que, et après, une fois que l'entreprise est créée, une fois que les prévisionnels sont faits, une fois que tout est déposé, le fait d'avoir un expert comptable à côté de lui, d'avoir qu'il soit, je vous dis, réseau Serre France ou indépendant, la personne continuera à être accompagnée. Et nous, notre plaisir, c'est de voir les évolutions. Comme on dit, moi, dans le réseau Serre France, on a installé parfois les grands-parents pour un projet, on a installé les enfants, et moi, vu mon âge, parce qu'on le verra pas à l'écran, on installe aussi les petits-enfants. Donc, et on voit la continuité, la reprise ou les nouveaux projets qui se mettent en place. C'est parfait. Merci une dernière fois à tous les trois pour l'ensemble de vos réponses et surtout vos précieux conseils. Merci à vous par ailleurs d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouvel épisode de Mon Kit Entrepreneur.